Je vais vous présenter le plan de ce que je vais vous dire, de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et si vous avez des questions par la suite, ou si vous avez des questions, vous êtes un petit groupe, une vingtaine, donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser peut-être au fur et à mesure et ne pas attendre peut-être que ça arrive la pause ou que ça arrive même après la pause. Donc, si vous avez des questions, vous googlez mon nom pour m'écrire. Si j'y réponds en général, je peux vous dire que ça vient de moi. Aujourd'hui, j'ai plusieurs objectifs pour vous. Le premier, c'est de vous parler évidemment de numérique en éducation, mais je suis pas là pour vous faire juste un portrait du numérique qui va être gentil, qui va vous réconforter. Je suis là pour vous amener à vous questionner, pour vous faire douter parfois et pour vous embêter aussi. Euh, Moi, je me dis, surtout dans le domaine du numérique, c'est très polarisé le débat. S'il y en a qui comprennent pas, peut-être je vais juste la main, je peux reformuler. Il y a un débat très polarisé. Il y a des gens qui pensent que tout est bon, puis il y en a qui sont contre. Et moi, je me dis, pour que ça avance, il faut douter. Et je commence avec une citation d'Oscar Wilde qui me plaît beaucoup. Euh, qui parle du doute. Les gens ne cessent de dire qu'il est beau d'avoir des certitudes. Il semble qu'ils aient complètement oublié la beauté bien plus subtile du doute. Croire est tellement médiocre, douter est tellement absorbant, rester vigilant, vivre, c'est être bercé par la certitude, c'est mourir. Donc, l'idée ce matin, je vais essayer en tout cas de vous faire douter dans le temps qui m'est accordé, évidemment. Donc, une présentation avec plusieurs points et rapidement, je vais vous présenter mon virage numérique. Je ne vais pas refaire mon CV comme vous l'avez fait si gentiment. Je vais vous parler de mythes à déboulonner qu'on a dans le domaine du numérique. Et si vous êtes intéressé à la gouvernance et au numérique, la question des mythes est particulièrement importante parce que on a toujours des questions. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans le numérique alors qu'il y a tellement d'autres choses qui sont si importantes sur la Terre? Pourquoi investir dans le numérique encore? Surtout, je vous dirais actuellement, mais là, on parle des réseaux sociaux, de Facebook, mais il y a toujours des questions qui reviennent où est-ce qu'on doute de la légitimité du numérique. Je vais vous parler des apprenants. Qu'est-ce qu'ils font avec le numérique dans leur vie quotidienne? En dehors des heures de cours, ou des fois même durant les heures de cours. Je vais vous parler rapidement, encore une fois, d'une synthèse des principaux avantages. Le numérique, qu'est-ce que ça donne pour vos établissements d'enseignement? Est-ce qu'il y a des recherches qui montrent que c'est pertinent? Est-ce qu'il y a des recherches qui montrent que c'est non pertinent et dans quel contexte? Parce que je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, je vais vous parler aussi des défis. On parle de gouvernance, on parle de numérique. Les meilleurs établissements, puis j'ai eu la chance de travailler dans divers contextes, qui ont pris des virages numériques qui se sont bien déroulés, étaient conscients des défis qui les attendent. Si on n'est pas conscient des défis, ça ne fonctionnera pas. Alors, il y a plusieurs écoles, plusieurs établissements, plusieurs universités, plusieurs cégeps qui ont fait des virages numériques. Pour que ça se passe bien, ben, il faut qu'on soit conscient des défis qui nous attendent. Si on n'est pas conscient des défis qui nous attendent, je vais juste tasser ça un tout petit peu. Si on n'est pas conscient des défis, à ce moment-là, ce sera plus complexe. Je vais vous parler d'idées pour la gouvernance numérique, et ça va être le cœur de mon propos ici. Et ces idées pour la gouvernance numérique, ben, c'est ce qui va découler un peu de tout ce que j'aurais dit avant. Donc, des idées, des stratégies, je suis allé modestement, des recommandations peut-être pour la gouvernance numérique. Et ensuite de ça, il y aura la pause et lors des échanges, ce sera comment favoriser le développement professionnel. Et mon message ce matin, vous savez, le développement professionnel, la formation de vos enseignants, c'est quelque chose qui est majeur dans l'histoire de la gouvernance numérique. Les établissements dans le monde où ça s'est bien passé, on a dépassé la vision simpliste du développement professionnel. Il y a beaucoup d'établissements qui ne forment pas les profs, c'est la catastrophe. Il y en a d'autres qui forment les profs, mais c'est aussi la catastrophe. Avec le numérique, il faut former les profs, mais il faut aussi former des apprenants au numérique. Parce que l'erreur qu'on fait trop souvent, on s'imagine que parce qu'il y a des beaux laboratoires, parce qu'il y a des ressources, les apprenants vont les utiliser pour apprendre. Et les recherches, mondialement en tout cas, montrent que c'est pas nécessairement le cas. Ils vont les utiliser, mais à d'autres fins. Et donc, le développement professionnel, la nouvelle vision du développement professionnel, c'est pas uniquement de former des enseignants, mais il faut aussi former, entre guillemets, ce qu'on appelle au Québec sa clientèle, les apprenants, les étudiants qui fréquentent vos établissements d'enseignement. Et
Donc, ce sera sous forme de questions, ce sera sous forme de questions et de thématiques où est-ce qu'on essaiera d'échanger un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport aux principales thématiques qui ont été identifiées dans la recherche. Alors voilà, donc ça fait un plan chargé, mais je vous promets une pause vers 10h15 environ, quelque chose comme ça, 10h10, 10h15. Mais si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez surtout pas. Donc, sans plus tarder, très, très brièvement, juste pour que vous ayez une idée un petit peu d'où est-ce que j'arrive avec le numérique. Mon virage numérique, c'est quoi? Ben, j'ai commencé il y a très longtemps. Je suis prof à l'Université de Montréal depuis 2000. Avant ça, j'étais professeur dans d'autres institutions québécoises. Et donc, je suis là-bas depuis 18 ans maintenant, ça fait beaucoup. Avant ça, j'étais enseignant au secondaire, ce que vous appelez en France des lycées. Alors, j'étais prof de français dans un lycée, prof de français, enseignant de français dans une école secondaire. J'ai eu la chance ou la malchance de toujours utiliser les technologies. Et je vous raconte ça pour vous montrer que c'est pas toujours simple d'intégrer les technologies ou de faire un virage numérique. Au fil des ans, j'ai été un témoin privilégié de beaucoup de succès et malheureusement parfois d'autant de défis. Du virage numérique. Moi, j'ai commencé mon virage numérique en enseignement. Je l'ai commencé bien avant d'entrer en enseignement. J'ai mon grand-père qui m'avait abonné quand j'étais tout jeune au magazine Time. Il m'a dit que c'était important pour apprendre l'anglais. Du genre, l'anglais, ça va être important plus tard. Mais quand je l'avais reçu en cadeau pour la première fois, la personnalité de l'année, c'était pas un humain, c'était une machine. On avait donné la personnalité de l'année en 82 à la machine, à un ordinateur, peu importe la marque. Et donc, ça a été pour moi un premier virage numérique. J'ai acheté ma première machine. Si vous me rendrez visite à l'Université de Montréal, vous trouverez mes 2 premières machines sur le bord de la fenêtre de mon bureau, un peu poussiéreuse, mais je les ai conservées. Donc, première machine qui venait sans boîte, on avait juste une carte mère, il fallait construire la boîte autour. Deuxième machine qui venait avec une boîte. Et à l'époque, c'était intéressant parce que le gouvernement du Québec prêtait à ses étudiants le gouvernement fait encore des prêts à ses étudiants pour les études, mais il nous prêtait sur 17 ans pour acheter un ordinateur. De nos jours, là, c'est dur à imaginer de faire un emprunt sur 17 ans pour s'acheter un ordinateur. Alors celui-là, je l'ai gardé parce que ma conjointe m'a permis de le garder. Elle a dit on l'a payé assez longtemps. Celui-là, on va le conserver parce que 17 ans. Mais à l'époque, là, juste pour qu'on arrive à situer un petit peu, bon, il y avait eu toute la publicité d'Apple pour dire que 1984, ce sera jamais comme 1984, qui voulait donner le contrôle aux usagers des machines. Mais au-delà de tout ça, l'appareil avec l'imprimante qui faisait un bruit infernal, qu'il fallait la mettre dans un placard, parce que quand tu imprimes quelque chose le soir qui fait 20 pages, ça dure 3h30 d'impression, c'est complexe pour le couple en tout cas. Et 5500$ à l'époque. Alors, ça valait plus qu'une voiture à l'époque, juste pour vous expliquer à quel point le virage numérique était complexe. Mais là, je saute beaucoup d'années. Qu'est-ce qu'on faisait avec ça? On faisait pas grand-chose. Hein. J'imprimais mes tests que j'allais faire, puis je pouvais les éditer, les changer, mais on les imprimait sur papier, puis on les mettait dans ce qu'on appelle des transparents. On mettait dans la photocopieuse, il y avait des feuilles de plastique. Certaines allaient dans la machine à photocopier, d'autres non. Les jeunes, ils savent même pas ce que c'est les plastiques dans la photocopieuse de nos jours, mais à l'époque, il y avait ceux qui allaient puis ceux qui allaient pas. J'ai jamais compris pourquoi on mettait à côté de la photocopieuse ceux qui n'allaient pas dedans. Ceux qui ont un certain âge, vous allez comprendre que quand on bloquait une photocopieuse au milieu des années 80 dans une école secondaire, là, c'était très mauvais. Ils ont inventé éventuellement un écran à cristaux liquides qui se branchait sur le rétroprojecteur pour les enseignants et les étudiants non claustrophobes. C'était noir, la salle. Il n'y avait aucune lumière. Pourquoi? Parce que la résolution était épouvantable. Il n'y avait pas d'ordinateur portable à l'époque. Il fallait apporter sa tour. Alors moi, j'avais ma tour comme ordinateur, j'avais mon grand tableau comme ça qui faisait mon tableau à cristaux liquides. En anglais, ça se disait un LCD panel, un écran à cristaux liquides. La traduction française n'est pas évidente, mais ça faisait 1,20 m par 1 m. Donc, c'était immense. Ton ordinateur, évidemment, des livres et du papier pour avoir l'air intelligent, mais bon. Quelques années ont passé. En 1990, j'étais à l'université à l'époque, dans mes premières années, et j'ai convaincu mon doyen d'acheter le premier projecteur de la faculté d'éducation. Heureusement, il n'y avait pas Google à l'époque, et donc, je lui ai dit qu'on serait la première au monde à avoir ça. Il a dit, bon, maintenant, pourquoi pas, mais en même temps, comment pouvait-on savoir qu'on ne serait pas la première au monde?
C'est arrivé, c'était gros comme une voiture encore. Il a fallu une grue pour le visser et ça coûtait en tout avec l'installation 100 000 $. Imaginez-vous, hein? 100 000 $ pour faire des projections. Et la première projection, il a eu l'idée un peu farfelue d'inviter des gens, un 5 à 7 pour venir voir un cours, hein, pourquoi pas, hein? Tout le monde, ça doit intéresser tout le monde, un cours médiatisé comme ça. Mais les projecteurs à l'époque, la luminosité était tellement faible, il fallait que toute la salle soit noire. Et donc, première fois que je fais ça, j'avais travaillé fort sur PowerPoint qui existait déjà. PowerPoint a été inventé en 1984. Imaginez-vous un peu celui qui a été visionnaire. Maintenant, on a 70 millions de présentations par jour. Mais la première fois que je l'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à la pause, une étudiante brillante qui lève la main, elle dit, ben, monsieur, on ne peut pas prendre de notes parce qu'il fait noir. Ah, merde, on n'avait pas pensé à ça. On vient de mettre 100 000 $, hein? Et elle nous dit, on ne peut pas prendre de notes. Alors, je pense que le doyen a failli la prendre hein? Mais elle avait raison. Parce que on s'est excité sur le numérique et on n'a pas pensé, on a dit, merde, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors là, on s'est dit, bon. Et là, c'est là où la saga, pour moi, a vraiment commencé. Parce que, vous savez, si vous avez déjà enseigné, les étudiants vous demandent toujours les PowerPoint. D'ailleurs, ce qu'on m'a demandé tout de suite, hein, votre PowerPoint. Mais quand je le donne aux étudiants, ils viennent pas. Donc, j'essaie de trouver un équilibre, je donne un petit peu. Puis je laisse des trous volontairement où je donne pas tout pour que les gens, pas vous, mais les étudiants viennent au cours. Et j'ai jamais trouvé la recette miracle, mais je peux vous dire que ça a été tout un défi, puis ça fait longtemps que je le vis. Donc, c'est pas vrai que le numérique, c'est simple, parce que je vous ai dit, la première fois, c'était une de mes meilleures étudiantes qui m'a dit, monsieur, là, je peux pas prendre de notes. Ouch! Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si on allume la lumière, on voit plus l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puis, en bout de ligne, là, c'était de l'enseignement magistral dans le noir. Je veux pas être méchant, mais, tu sais, si on est honnête, le 100 000 $ qu'on avait investi, c'était pour ça. Donc, bon, évidemment, après, il y a eu plusieurs autres choses que j'ai fait, mais je vous raconte, là, je saute plusieurs années, ou sinon on n'arrivera jamais en 2018, hein. J'ai fait, au Québec, c'est un vaste territoire. Là, vous êtes à l'Apocatien, vous pensez que c'est loin, ceux qui venaient d'Europe, mais attendez, hein. Nous, à l'université, on a des cours, on a des étudiants jusqu'à Arviat. C'est dans l'ouest de la baie d'Hudson. Il faut vraiment prendre Internet pour voir ce que c'est. Mais on a fait des cours à distance pour les enseignants qui sont dans le Grand Nord. Et qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On utilisait la poste. Alors, t'envoies un travail, je le recevais 6 semaines plus tard. En vérité, je recevais leur premier travail, là, quand eux, ils avaient déjà terminé tous leurs travaux qui avaient déjà été mis à la poste ou presque. Alors, on a fait plein de choses avec le numérique comme ça. On a mis obligatoire le premier cours de formation à distance pour les futurs enseignants parce qu'on s'était dit, à l'époque, on ne parlera pas politique parce qu'on a des élections bientôt au Québec, mais à l'époque, on s'était dit que ce serait important pour les futurs enseignants du Québec de vivre un peu des formations à distance parce que ce serait quelque chose d'important. J'ai fait plusieurs choses. On a fait des cours à distance pour les étudiants d'Afrique. On a commencé les cours à distance en Afrique en 96 à Dakar et on a formé près de 3000 étudiants depuis. On a fait le premier doctorat à distance. Je sais pas que c'est bon nécessairement la distance, mais il y a des contextes où les gens ne peuvent pas se déplacer, ils n'ont pas les moyens. Et donc, on a fait le premier doctorat à distance. On a fait plusieurs choses comme ça. On a fait des formations à distance. On a fait des recherches sur les formations à distance. J'ai enseigné dans le cadre de formations à distance. J'ai eu plusieurs publications ci et là. Et là, je suis allé chercher dans mes archives pour vous montrer tout ce qu'on a fait avec le numérique. Puis je vous parle même pas, la première fois que j'ai obligé mes étudiants à l'université à utiliser le courrier électronique, je suis allé voir mon doyen avant, je lui ai dit, écoute, je vais rendre obligatoire l'usage du courriel. On est en 98, là. Il ne savait pas ce que c'était. Alors, je lui ai expliqué ce que c'était. Il m'a dit, écoute, fais-moi une feuille là, avec les réponses aux questions qu'ils vont me poser, puis ça ira. Alors, j'ai fait une feuille de questions-réponses. Ils vont te dire pourquoi, voici la réponse. Et donc, je savais, les étudiants, ils ont dit, mais là, pourquoi le courriel obligatoire? À quoi ça va nous servir? Et donc, ça a été une petite révolution. Ça a duré 2 semaines. Heureusement, j'avais le doyen dans ma poche. Alors, ça a été vraiment intéressant. Mais toutes ces aventures, et j'avais fait un texte en 99 à l'époque, confiture et déconfiture de l'usage du numérique, parce que c'est pas vrai que c'était simple à l'université. On pense que les universités étaient ouvertes et tout. C'était absolument faux. Donc, je saute plusieurs années. Ce que j'ai fait dans mon travail, c'est que
j'ai gardé beaucoup de traces de ce que j'ai fait dans les formations à distance et quand je fais des innovations numériques. Et ça, je dois vous dire, ça me sert beaucoup. Des traces, ça veut dire que si on met des cours à distance, si on fait des formations spéciales, on fait de la réalité virtuelle, on fait des podcasts, on a fait plein de choses. Chaque fois, là, on garde toutes les traces. Et quand je vous dis garder les traces, c'est pas une question d'être malade, d'être maniaque, mais c'est une question où est-ce qu'on garde. Là, je vous montre une capture d'écran. Dans certains cours, là, 14 721 échanges de courriels, par exemple, pour notre programme de doctorat de 2007. Les étudiants, ils ont continué à rester en réseau. Vous allez parler de réseau cet après-midi, mais c'est quelque chose d'important. Donc, on a fait plusieurs choses autour du numérique, on a expérimenté plusieurs innovations, mais vous savez, peu importe les innovations qu'on fait, et là, je vous montre un courriel anonyme d'une étudiante. Bon, j'ai dit étudiante, mais on ne peut pas savoir c'est qui. Puis en même temps, en éducation, on a plus d'étudiantes que d'étudiants. Mais on a toujours des étudiants. Vous savez, avant les technologies, il y avait des étudiants qui étaient en retard pour leurs travaux. Ben, avec les technologies, j'ai des étudiants qui sont quoi? En retard pour leurs travaux. Et qui trouvent des excuses tout à fait exceptionnelles. Et chaque fois, c'est la même chose. Hein. J'en ai une qui m'écrit, bonjour, monsieur. Là, j'ai volontairement biffé le nom. Je suis en retard pour mon travail. Excusez-moi. Je pensais avoir un rappel par la plateforme. La plateforme, elle ne m'a pas rappelé. Alors, du coup, je peux pas penser toute seule. Hein. Que puis-je faire? Et donc, mais ces excuses, on les avait à l'époque avant le numérique et on les a maintenant avec le numérique. Donc, on fait plein de choses comme ça. Il y a eu la mode des MOOC aussi, les cours ouverts massifs en ligne. On a fait plusieurs choses. Et je vous parle de tout ça pour vous dire que on a vécu certains succès quand même. On a aussi vécu, j'appelle ça des défis. Et les défis, c'est important parce que ça permet d'être plus critique. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Intégrer le numérique sans être critique, sans douter un peu, pour moi, c'est pas bon. Et je vous raconte une dernière anecdote. Si vous regardez les podcasts, ceux qui savent pas c'est quoi les podcasts, c'est des fichiers audio pour écouter des cours. Et les podcasts à l'université au début des années 2000, ça a été très, très, très populaire. À l'Université de Montréal, si vous regardez le premier podcast francophone en Amérique du Nord, c'est moi, malheureusement. On avait un recteur, il a dit, les podcasts, c'est l'avenir, on va faire des podcasts. Et là, on est parti sur une lancée de podcasts, mais je ne veux pas être méchant. Un cours de chimie, là, audio, là, mais c'est... Même si je pense qu'on avait payé les étudiants, ils n'auraient pas terminé le cours. Vraiment, c'était... Non, mais ça fonctionnait pour les langues ou les cours de musique. Le reste, c'était la catastrophe, là. Et on a fait, bon, à l'époque, mais on a innové. L'innovation est quand même importante parce que c'est pas parce qu'on a des défis qu'il faut pas innover non plus. Alors, il faut faire attention. Donc, on a fait plusieurs podcasts et donc tous ces défis, ça permet quoi? Ça permet de devenir plus critique et ça, c'est important. Et la partie critique, pour moi, est essentielle. Maintenant, je prends un autre chapeau. Ce que j'ai fait beaucoup, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, on a fait beaucoup d'études sur le numérique en éducation. Et là, ça, c'est mon chapeau à l'université. Ce dont je vais vous parler quand je vais vous parler des avantages et des défis pour la gouvernance, j'ai fait une synthèse de très nombreuses recherches et les 12 thématiques de questions à la fin, vous allez voir, là, j'ai recensé tous les référentiels de compétences numériques qui sont sur la Terre. Il n'y en a pas tant que ça n'a pas été si long. Il y en a 140 environ pour me permettre d'arriver avec c'est quoi les enjeux principaux de la gouvernance numérique. Donc, on a fait des études sur le numérique. On a fait ça en Afrique, dans divers projets. On a fait ça dans divers ordres scolaires, primaires, secondaires, collégiales. Vous avez tous entendu parler des ordinateurs à 100 $ du MIT. Alors, en Amérique du Sud, on a fait une étude. On s'est rendu compte que dans certains pays, par exemple, le mois qui a suivi la distribution, 50% des ordinateurs avaient été revendus sur le marché. Donc, on a donné des ordinateurs, on n'a pas formé les profs, après ça, on se dit, les ordinateurs marchaient mal. C'est pas les ordinateurs qui marchaient mal dans tout ça. Et donc, on a regardé qu'est-ce qui se passe en Asie. Vous avez peut-être entendu parler d'un projet supposément en Inde où est-ce qu'on a fait un trou dans un mur, on a mis un ordinateur et les élèves apprenaient par magie Internet, Facebook et tout ça. On a fait la même chose en Afrique, où il y avait rien, aucun ordinateur et tout. Nous, et on a fait des entrevues avec les jeunes qui ont eu accès à cette machine-là. On appelait ça le projet un trou dans le mur. Là, mais c'était pas un trou dans le mur, c'était un bunker au centre de la cour d'école. Pour faire un petit peu différent, pour vous montrer, là, le bunker, c'est ce qu'on voit derrière. Là, ce que vous voyez là, ici, je vais juste grossir un peu, la petite languette jaune, c'est que le soir, à 18h, c'était verrouillé.
Contrairement aux mythes qu'on a pu lire sur Internet, mais il n'y a aucun élève qui a appris par magie YouTube, Facebook. Là, on leur a tous demandé comment tu as appris. Ah ben j'ai un cousin lointain qui m'a dit que, puis là si, puis là finalement, ils ont tous appris de bouche à oreille, puis c'est pas magique d'apprendre Internet. Ce que ça a eu comme impact, c'est quoi? C'est que les élèves étaient à l'école à 5h30 le matin, c'est l'heure à laquelle ça ouvrait. Ils quittaient l'école à 18h le soir quand le bunker fermait. Et il a fallu mettre une journée garçon, une journée fille, ou sinon les filles, malheureusement, n'avaient pas le droit à l'ordinateur parce que, bon, ça jouait un peu trop des coudes. On a fait des études aussi sur le numérique au collégial. On a fait des études auprès de plus de 33 000 élèves étudiants au collégial. On a fait des études auprès des apprenants du primaire et du secondaire. On a regardé qu'est-ce qui fonctionne pas. Il y a plusieurs rapports que vous pourriez voir sur mon site. On a regardé une étude aussi sur plus de 20 000 étudiants à l'université. Qu'est-ce qu'ils aiment pas dans l'enseignement universitaire. C'est très drôle parce qu'à l'université, ce qu'ils aiment le plus, c'est en même temps ce qu'ils aiment le moins. Ce qu'ils aiment le plus, c'est les présentations multimédia et ce qu'ils détestent le plus, ce sont les présentations multimédia. Alors là, on a fouillé la question pour voir quel type de présentation accroche plus leur intérêt et quels types sont plus ennuyantes pour eux. On a fait des études sur les tableaux numériques interactifs ou les tableaux blancs interactifs. Et dans les études qu'on fait, quand je vous ai dit, on a souvent des choses qui nous rendent, en tout cas, qui me rendent perplexe. L'étude à l'université, on a questionné 20 000 étudiants. Puis ça a l'air gros les chiffres, mais c'est pas très compliqué parce que faire des enquêtes comme ça, comment on fait? Ben, il faut être d'abord très stratégique. Il faut se poser la question, comment puis-je faire pour avoir un grand nombre de répondants rapidement? Ben, en partenariat avec les associations étudiantes, chez moi, Thierry, qui envoie le courriel aux étudiants, ils vont jamais répondre. Mais c'est l'association qui envoie le courriel. Et les 20 000 répondants, on les a eus en 36 heures environ, juste pour vous dire. Ça a été là, fulgurant dans 4 grosses universités, pouf. Mais donc, c'est cette étude-là qui nous disait que les logiciels de présentation de type PowerPoint étaient à la fois les plus appréciés et les plus détestés, ben, on a fait des focus group et on a regardé qu'est-ce qui se passe, pourquoi on aime et pourquoi on n'aime pas. Et là, encore une fois, quand on fait des études, comment on convainc des étudiants universitaires de venir nous parler sur l'heure du midi ou après les cours, c'est pas évident. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on offre la pizza. Et là, les étudiants, ils sont tous volontaires. Ils viennent nous parler Non, mais ils nous parlent. Ils oublient qu'ils sont venus pour de la pizza, puis ils nous parlent honnêtement de technologie, tout ça. Puis bon, il y en a un ou deux qui font que manger, qui parlent peu. Mais en bout de ligne, globalement, sur les focus group qu'on a fait, on a pu comprendre. Et donc, ces études, ça nous donne quoi? Ça nous donne quand même des données probantes. On a un grand nombre de répondants qui sont croisés avec des observations en salle de classe, qui sont croisés avec des entrevues, qui sont croisés avec plusieurs choses. Mais je peux vous dire une chose tout de suite, c'est que ces données-là, malheureusement, ça nous fait douter plus qu'autre chose. Des fois, je me dis, si on n'avait pas posé les questions, on serait donc tranquille. Hein. On penserait là que ce serait bon. Mais là, au Québec, on parle beaucoup de pédagogie inversée. Puis en Europe, on en parle beaucoup de pédagogie inversée. Puis on a fait plusieurs études là-dessus, mais les résultats de ces études, ça m'embête tellement, je ne sais plus quoi dire. Alors, tout le monde aime ça. Bon, ben, c'est bien déjà en partant. Puis là, quand on creuse un peu, surtout au collégial, on a posé la question à 33 000 étudiants quand même. On aime ça, mais on aime ça pourquoi? Parce que finalement, on a des choses à faire à la maison qu'on fait pas. Ah! OK? Et qu'est-ce qui arrive comme conséquence? Donc, finalement, on se rend compte que les étudiants trouvent ça cool parce que c'est nouveau. On a des choses à voir à la maison. Est-ce que tu les vois? Des fois. 3% des étudiants interrogés regardent ce qui est donné à faire à la maison. On arrive en classe, ben c'est cool, le prof nous dit, avez-vous des questions? Ben, ils n'ont pas de questions parce qu'ils n'ont rien fait à la maison. Et donc, tout le monde trouve ça cool, mais le problème, c'est pas la pédagogie inversée. Là, on se rend compte qu'il y a comme un petit problème entre d'arrimage ou de structure pour que ça fonctionne. Évidemment, je caricature un peu parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'on s'assure de faire un retour en classe. Il faut qu'on s'assure que les étudiants, quand ils ont quelque chose à faire, comment peut-on s'assurer qu'ils l'ont vraiment fait? Et il faut faire attention parce que il y en a qui ont pris la pédagogie inversée comme l'idée de mettre le cours sur vidéo à la maison. Alors, il y a des étudiants qui m'ont dit, écoutez, je ne veux pas être méchant, mais mon prof ou ma prof, elle est déjà, au Québec, on dit plate. En France, en milieu, on dirait, ben, mon prof ou ma prof qui est déjà plate en présence, il est sur un petit écran pendant 3 heures, là, ça c'est la mort. Alors donc, ceux qui ont pensé que faire de la pédagogie inversée, c'était se mettre sur vidéo en ligne pendant 3 heures, et puis les étudiants en même temps, ils n'ont pas de 9 heures le soir pour regarder des vidéos. Alors, il y a tout eu un problème dans la façon de mettre en place la pédagogie inversée, dans la façon finalement d'arrimer ça avec qu'est-ce qui se passe en salle de classe. Ceux qui ont eu le plus de succès, pour faire très bref sur cette étude, c'est ceux qui ont demandé aux étudiants de faire de courtes tâches à la maison et qui se sont assurés
d'avoir un retour obligatoire en classe. Un petit quiz qui vaut 1%, des choses toutes petites, toutes simples, pour s'assurer qu'ils avaient fait la tâche. Au début, ils se rendaient compte que les étudiants ne faisaient pas la tâche, mais comme il y avait une petite évaluation, quelque chose qui comptait, là, les étudiants se sont mis à faire la tâche. Mais en faisant la tâche, qu'est-ce qui arrivait? Ils arrivaient au cours un peu plus illuminés parce qu'ils avaient lu des choses qui étaient pertinentes pour le cours. Et donc, l'arrimage a été vraiment intéressant. Mais c'était pas aussi simple que ça. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que les études qu'on fait, ça peut pas être converti directement en règle d'action sur la façon de former des enseignants, sur l'art d'enseigner. Ce que ça nous amène souvent, les études qu'on fait, ça nous amène à comprendre qu'on ne sait pas tout. Mais au-delà de ça, ça nous permet quand même de bien comprendre plusieurs des défis. Ça, je pense que c'est important parce que le numérique, là, je suis pas ici pour vous dire que c'est pas important. Je suis ici pour vous dire que c'est essentiel. Mais c'est essentiel de prendre un virage en étant conscient des défis. Et quand on est conscient des défis, pour moi, c'est beaucoup plus facile de mettre en place des stratégies qui sont plus efficaces. Alors, c'était ma première parenthèse sur mon virage numérique. Vous voyez, ça a commencé très, très loin. Là. Si vous avez des cheveux blancs, là, vous connaissez peut-être les ordinateurs de 1984 ou sinon, faut passer par-dessus ça. Mais si un jour vous venez à l'Université de Montréal, vous verrez sur le bord de ma fenêtre, là, j'ai l'ordinateur à 100$, j'ai celui qui m'a coûté 5500$ à l'époque et j'ai l'autre, le vieil ordinateur d'Apple. Ils sont un peu poussiéreux, mais tous les 2 mois, je m'efforce de les nettoyer. Moi, je vous dis une chose, je sais que vous avez 4 ou 5 jours, là, je ne sais pas exactement dans votre horaire, 4 jours et demi, 5 jours, parce qu'il y avait des choses sociales. Alors, je ne sais pas si ça comptait dans les journées, là, ça fait partie. Hein? Alors donc, mais je me dis, il faut, là, vous allez parler de réseautage cet après-midi, et c'est intéressant de voir que la recherche dans le domaine du numérique nous montre que le principal outil de réseautage, et là, depuis un petit peu plus qu'1 an avec nos voisins du Sud, on est embêtés avec ça, le principal outil de réseautage des enseignants dans les pays d'Europe du Nord, de Scandinavie, on parle Europe du Nord, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, le principal outil de collaboration aussi aux États-Unis entre les enseignants, mais le principal outil de développement professionnel, c'était Twitter. Ça l'est encore. C'est sûr que depuis 1 an et quelque chose, là, il y a comme quelque chose d'autre qui est vers l'avant avec Twitter qu'il n'était pas autant avant. Mais c'est intéressant quand même parce qu'il y a énormément d'études qui ont été faites sur l'usage de Twitter. Twitter, pourquoi c'est intéressant pour les gens dans la gouvernance numérique particulièrement? À moins que vous ne travailliez dans un établissement qui n'a pas été encore ouvert, un des problèmes majeurs que vous rencontrez, c'est le temps. Comment gérer son temps. Et le temps est important. Et Twitter, où est-ce que c'est intéressant? C'est quand vous trouvez, là, vous avez quelqu'un ici qui est Récit, vous avez Reptic, pardon, j'ai dit Récit, c'est représentant technologique, l'acronyme exactement, Reptic, le représentant répondant local. Mais Reptic, c'est le conseiller pédagogique antique, quelque chose comme ça, hein? Qui relève, après ça, après ça, on va à la Fédération des cégeps, parce qu'il y a le réseau des Reptiques avec Nicole et tout. Mais toutes ces personnes-là vont diffuser de l'information en général liée à un domaine particulier, le numérique au cégep, le numérique à l'université. Et je me dis, ça, pour moi, ça peut être quelque chose de très intéressant. Si vous n'êtes pas encore sur Twitter, à songer à y être. Maintenant, sur Twitter, il faut faire attention, et puis là, le message est pour tout le monde. J'ai des collègues à l'université, et je ne vais pas les nommer, mais vous pourrez voir, qui nous apprennent ce qu'ils ont mangé le matin. Ben, là, je me dis, les gens qui voudraient te suivre parce que tu fais des messages intéressants sur le numérique, ils sont un peu ennuyés parce que ces gens-là, est-ce qu'ils sont aussi intéressés? Au Québec, on appelle ça les toasts le matin. En France, c'est du pain grillé. Mais est-ce qu'ils sont intéressés de savoir ce que tu mets sur ton pain grillé le matin? Je suis pas convaincu. Peut-être que oui, peut-être que je me trompe. Mais les gens qui mélangent tout dans leurs réseaux sociaux professionnels, pour moi, c'est pas avantageux pour eux. Et donc, trouver des personnes qui parlent du numérique, et moi, il y en a plusieurs que je suis qui parlent du numérique, mais ça prend très peu de temps parce qu'on voit les nouvelles passer, ordinateur, tablette ou téléphone. Les nouvelles sont très brèves, même si Twitter a augmenté son nombre de caractères. Tu es intéressé par quelque chose, tu cliques. Tu veux le lire plus tard, il y a des façons de sauvegarder pour le voir plus tard, mais c'est une façon intéressante d'être informé de l'actualité dans le numérique, mais c'est surtout une façon
qui vous permet d'être au courant de ce qui se passe, mais d'être au courant de ce qui se passe sans non plus que ça vous prenne trop de temps. Donc, ça vous donne la chance d'en savoir plus ou d'en apprendre plus, surtout d'être informé. Peut-être savoir, ça demande de cliquer, c'est une étape supplémentaire. Mais moi, je peux vous dire que chacun gère ça comme il veut. Et là, je me fais une série de choses que je me dis, ça, il faudrait que je le regarde. Il y a des matins où j'ai pas le temps. Et d'autres matins où j'ai plus de temps, mais je me fais ça. Puis une fois par semaine, je retourne voir certaines choses que je me dis, il me semble ça pouvait m'intéresser. Et volontairement, je me garde chaque semaine 2 à 3 heures où est-ce que je m'efforce d'aller voir des nouvelles qui me semblent intéressantes, qui me semblent nouvelles, on parle d'intelligence artificielle, on parle de ci, on parle de ça, et ça permet d'être au courant. Donc, éventuellement, selon l'usage que vous en faites, ça vous permet d'être formé sans être débordé. Et le mot débordé est important. Pourquoi? Parce que le temps, encore une fois, quand on est dans la gouvernance numérique, c'est quelque chose de précieux. L'idée de faire quelque chose qui vous prend trop de temps, ça peut pas marcher. Mais Twitter vous permet vraiment d'être informé rapidement, même s'il y a plein de travail à faire, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, et c'est réellement intéressant. Les études qui ont été faites montrent que ceux qui accèdent à Twitter à des fins de développement professionnel vont y accéder sans même le savoir des fois. Et les études qui ont été faites, là, je résume ça rapidement, on vous prête un superbe téléphone, mais on vous dit qu'on garde des traces de tout ce que vous faites. Autrement dit, ça veut dire quoi? Si vous voulez faire des choses que vous ne voudriez pas que quelqu'un d'autre sache, faites-le sur un autre appareil. C'est ce qu'on vous dit simplement. Mais comme l'appareil est très beau, les gens, ils sont contents. Et là, on voit et nous, ce qu'on regarde uniquement, c'est quand est-ce qu'ils accèdent à Twitter, par exemple, à des fins de développement professionnel. Les gens là, qui utilisaient même pas ça avant, ils accèdent 800 fois par mois. Là, ils sont pas là. Ils accèdent des fois 5 minutes le matin, des fois 2 minutes à midi, des fois 4 minutes le soir. Et donc, on accède à des petites fois, mais de façon très fréquente. Et donc, ça a l'air beaucoup, 800 fois. D'ailleurs, nous aussi, on était impressionnés. La moyenne, c'est pas 800. On avait certains 800. La moyenne, c'était un petit peu en bas de 200. Mais quand même, ça montre que le fait que les nouvelles soient accessibles facilement, qu'elles soient très courtes, que les gens finalement sont tentés d'y accéder fréquemment. Et donc, ça correspond à quoi? À votre travail qui vous prend beaucoup de temps. Donc, avant, c'était 140 caractères, mais même 280 caractères, c'est pas très long. Et 280 caractères, c'est pas 280 caractères. Souvent, dans une nouvelle sur Twitter, il va y avoir un lien. Alors, le lien va manger 30, des fois 40 caractères. Donc, 250 caractères, c'est pas long. Ça se lit, là, ça prend même pas 10 secondes, 20 secondes. Et ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, je vous incite peut-être, si vous ne le faites pas déjà, à regarder les représentants, les personnes clés. En France, il y a le réseau Canopy qui font plein de choses. Il y a Educavox, il y a plein de ressources aussi dans le domaine des réseaux numériques qui font des choses très intéressantes. L'idée de ça, moi, je pense, c'est qu'on se nourrit mutuellement. Alors, j'ai la chance de collaborer souvent avec la France, mais je vois des choses qu'ils font, ils voient des choses qu'on fait, et on arrive comme ça à diffuser plusieurs choses et à partager plusieurs choses, et ça engendre des collaborations qui sont très, très riches par la suite. Alors voilà, petit message sur le développement professionnel, parce que ce sera quand même quelque chose de clé ce matin. Là, vous m'avez gentiment accueilli tout à l'heure et vous m'avez dit, pour plusieurs personnes qui viennent de l'extérieur, le français, c'est pas nécessairement la langue maternelle et tout, mais je me dis, le Québec non plus, c'est pas le pays où est-ce qu'ils sont nés pour certains. Et là, j'ai pensé vous parler un petit peu québécois ce matin, mais vous parlez québécois pour vous faire rire, pour vous parler de mythes à déboulonner, parce que si vous êtes dans la gouvernance et vous parlez de numérique, vous aurez à faire face à tellement de défis. Et cette parenthèse, qui est pas pour vous, moi, je pense, parce que si vous êtes ici pendant 5 jours pour parler de numérique, c'est que vous êtes, c'est que vous êtes quand même intéressé par le numérique. Moi, je me dis, c'est plutôt pour vos collègues qui sont ailleurs, parce que si vous faites partie du projet Ange avec Erasmus+, je pense que vous êtes quand même ouvert au numérique. Mais ce qu'il faut comprendre avec le numérique, c'est qu'il y a des personnes qui sont technophobes et elles sont nombreuses et elles sont bruyantes. Bruyantes dans le sens que ça pèse lourd dans un établissement. La première raison pour laquelle les directeurs des établissements freinent leurs envies de faire des virages numériques ou freinent leurs initiatives numériques, c'est à cause de quoi? À cause des gens technophobes qui disent... je vais prendre l'exemple du Québec, c'est beaucoup plus simple. Au Québec, on a des associations d'enseignants de français qui disent que la qualité de la langue, c'était terrible. Mais je vous rassure, le Nouvel Observateur en France a dit la même chose sur vos étudiants aussi. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les articles ou les recherches sur la qualité de la langue ils étaient présents bien avant les téléphones, les ordinateurs et Internet. Donc, il y a toujours eu un problème de qualité de la langue. Est-ce qu'il est différent maintenant? On pourrait s'en reparler. Mais
Pour faire bref, ces personnes technophobes voudrait toujours nous ramener en arrière. Et là, c'est là où je vous parle québécois un petit peu. C'est une caricature qui est parue dans un journal d'ici et c'est un grand-père qui explique à deux petits-enfants. Dans mon temps, on n'avait pas toutes ces bébelles-là, des bébelles en québécois, ces jouets-là, les iPads, les calculatrices, les tableaux interactifs. Il dit, on avait un bout de crayon, une efface et un cahier. Ben, le petit garçon qui dit à sa copine, mon grand-père m'explique pourquoi il a quitté l'école à 14 ans. Mais là, volontairement, j'ai pris ça. Et là, vous allez dire, ben ça c'est au Québec, hein, mais non, détrompez-vous, attention. Parce qu'en France, l'an dernier, vous avez des personnes qui ont sorti un livre, Le désastre de l'école numérique. Et c'est ce qui est vraiment drôle, c'est que le livre était disponible en format numérique après aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Regardez moi la page 168 de ce livre-là, là, ça m'impressionne. Je me dis, les auteurs écrivent superbement bien. Ils ont tout fait pour montrer que le numérique, là, c'était terrible. Et à la page 168, ils disent regretter les mines de charbon. Là, je dis, attends, là, est-ce qu'on peut s'entendre que le numérique, ça pollue quand même peut-être moins que les mines de charbon à l'époque? Là, ils écrivent ça textuellement, on regrette les mines de charbon. Ce qui nous montre du début à la fin, c'est que le numérique, c'est pas bon. Avec le numérique, les jeunes ne sentent plus le papier. Et moi, cette question du papier, c'est pour ça que ça m'a un peu embêté, ce livre-là. On a vu la même chose aussi au Québec dans les écoles secondaires, dans les lycées. On avait des profs de français qui disaient les jeunes ont besoin de sentir le papier quand ils lisent. Alors moi, de façon un petit peu méchante, mais pas tant que ça, je suis allé voir, on a fait une grande étude sur l'écriture numérique dans les écoles secondaires et on a demandé à des jeunes, est-ce que vous avez besoin de sentir le papier? Et là, dans un des focus group qu'on a fait, il y a un jeune qui est très brillant, qui lève la main, il dit, monsieur, je veux pas être méchant, mais on n'est pas tous des drogués, là, hein. Sentir le papier, là, non, c'est pas pour nous. Non, je vous dis pas qu'ils ont besoin juste de numérique, mais il y a beaucoup de mythes qui sont véhiculés et ce livre-là, c'est un bon exemple. Mais en même temps, c'est pas un exemple hors de l'ordinaire. Chaque révolution fait en sorte qu'on résiste. Et résister, c'est normal et c'est important parce que si on résistait pas, des fois, on serait mené par des choses peut-être qu'on n'est pas intéressé. Socrate était contre l'écriture. Hein, il a dit la parole, non, l'écriture sans la parole est orpheline. Mais comment on sait qu'il a dit ça? C'est parce que heureusement qu'il y avait Platon qui a écrit ce que Socrate dit, sinon on n'aurait jamais su. Et au moment d'avoir l'imprimerie, on se disait, c'est terrible, là. Hein, il va y avoir plein de livres qui vont être publiés. Qu'est-ce qui va se passer? N'importe qui va pouvoir lire n'importe quoi. Même Umberto Eco, que j'apprécie beaucoup, il se disait qu'avec les réseaux sociaux, c'est terrible. N'importe qui va pouvoir avoir le droit de parole publiquement. Bon, on le voit bien avec nos voisins du Sud actuellement aussi, ça se concrétise, ce qu'il avait prédit. Mais on a toujours été contre chaque fois qu'il y a eu des innovations. Même les grands penseurs qu'on respecte beaucoup, on est pris dans un carcan et on est contre ça. Et vous avez tous entendu parler, parce que ça a été abondamment cité dans les journaux en France, dans le monde, ils ont fait la une là-dessus à un moment donné, une école aux États-Unis, dans la Silicon Valley, où les grands dirigeants d'entreprises enverraient leurs enfants, et dans cette école, il n'y aurait pas d'ordinateur. Et au Québec, on en a parlé, et moi, comme j'ai la chance d'avoir une chaire de recherche, je suis allé visiter l'école. Moi, j'ai dit, on parle beaucoup des nouvelles fausses, mais ça fait quand même plusieurs années que j'y suis allé. Et donc, je suis allé dans cette école. Mais honnêtement, c'était peine perdue parce qu'on aurait pu simplement regarder leur site web. Mais dans cette école de la Silicon Valley, d'abord, ce qu'il faut comprendre, où est-ce qu'elle est située, cette école? Le prix moyen des maisons, c'est 18 millions de dollars US. Donc, juste pour vous donner un aperçu du quartier, là, on voit pas le quartier parce que c'est tellement grand, les propriétés, qu'il n'y a pas vraiment de quartier physique. Hein. Et donc, les frais de scolarité de cette école, c'est 100 000 dollars US par année. Pas n'importe qui peut envoyer ses enfants là-bas. C'est une école Waldorf. Ça, sans entrer dans des détails médicaux, ce sont des gens qui sont contre les vaccins, etc. Donc, c'est une école très particulière. Donc, pour faire bref, une fois qu'on enlève toutes ces informations fausses, c'est une école où est-ce qu'il y a entre 40 et 110 élèves. C'est une toute petite école dans un quartier de gens qui sont très, très bien nantis. Il y a eu un cadre chez Yahoo qui a envoyé son enfant là-bas. Pourquoi? Même pas parce qu'il était contre les vaccins, parce que c'était à 800 mètres de chez lui. Alors, c'est le seul, les autres ont jamais. Mais dans cette école-là, si vous allez voir sur leur site web, ce qu'ils disent, là, c'est qu'ils cherchent un équilibre entre le numérique et le papier-crayon. Ils sont pas contre le numérique, ils disent qu'ils cherchent un équilibre.
entre les deux. Ils disent que les téléphones cellulaires sont interdits en classe, sauf quand c'est permis par l'enseignant. Ils disent qu'il y a des périodes d'informatique, de multimédia. Et donc, ils sont absolument pas contre le numérique, mais cette école, on en a fait tout un plat et on parle de fausses nouvelles aujourd'hui, mais c'est des choses qui existaient avant. Il y en a même qui ont été méchants, qui ont dit que c'était l'école la plus dangereuse aux États-Unis parce qu'elle a été construite sur un champ de décontamination et que les enfants ne sont pas vaccinés. Mais on rentrera pas là-dedans. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire attention. Donc, les technophobes sont dangereux pour le virage numérique. Des fois, ceux qui sont dangereux aussi, c'est les techno-enthousiastes. Il y a un site de la Khan Academy qui vous fait croire, c'est merveilleux, les ressources sur la Khan Academy en mathématiques. Avec le numérique, tu peux apprendre n'importe quoi. Ben moi, je peux vous garantir que... Et c'est intéressant parce qu'on a eu la révolution des tablettes, des iPads notamment, mais pas juste ça, au Québec. Cette révolution était aussi en France. Et donc, on a fait plusieurs études au Québec. Et moi, je peux vous dire une chose au Québec, c'est quand on donne des tablettes à des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas sur Wikipédia pour apprendre l'histoire. Non, ils vont sur les réseaux sociaux, sur les jeux. En France, vous avez encore ce plan numérique, même si je connais pas la fin actuelle de ce qui va se passer avec l'ancien plan numérique, comment ça va aboutir aussi, est-ce que ça va aboutir encore? Mais votre ancienne ministre de l'Éducation en France m'avait appelé pour aller visiter justement ces expériences pilotes. Je suis allé au lycée de Sèvres qui ressemble, c'est merveilleux comme école, c'est tout vitré, c'est tellement beau. On a l'impression d'être dans une grand centre commercial, mais non, c'est une école, c'est ce qu'ils appellent un collège. Et donc, je suis allé voir qu'est-ce qui se passait. Mais en France, à ma grande surprise, c'était pas différent du Québec. Alors, les enfants de 12, 13 ans qui ont donné une tablette, qu'est-ce qu'ils font? Ben, dès qu'on peut, on va jouer à des jeux, on va sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pas vrai que ça fait juste marcher le numérique, c'est pas vrai que c'est aussi simple que ça. Et donc, quand j'y suis allé, quand j'ai vu le lycée de Sèvres, il y a plusieurs autres écoles aussi que j'ai pu visiter, et quand j'ai parlé aux jeunes, ben, les jeunes très honnêtes me disaient, ben oui, le prof, il aimerait bien qu'on fasse ça, mais comme il est toujours assis à son bureau, ben nous, on fait d'autres choses en classe. Et puis, on fera ce qu'il fallait faire à la maison le soir. Donc, les problèmes qu'on vivait au Québec, on les avait aussi ailleurs. Moi, ce que je vous dirais comme message, c'est d'être, j'appelle ça techno-réfléchi, mais vous pouvez changer le mot si vous voulez. Mais l'idée, c'est oui aux technologies, mais pas oui n'importe comment, pas oui n'importe quand, puis réfléchir. Et la dernière anecdote que je vous raconte autour de ça, l'OCDE a publié un rapport intéressant, Connecté pour apprendre. Et dans la version française de ce rapport, à cause de la mise en page, en anglais, il y a un petit peu moins de pages qu'en français, parce que bon, des fois, la langue, c'est complexe, la traduction. Ce rapport, ce que ça montre, si on s'arrête à une lecture trop sommaire et si on lit pas l'essentiel des pages, ça nous dit quoi? Ça nous dit que les États qui ont investi dans le numérique, il n'y a pas de lien avec la réussite des élèves. C'est écrit textuellement. Ça, c'est si on arrête de lire. Et il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés là. Ce que ça dit, si on veut juste donner la peine de lire la phrase d'après, c'est que pour que le numérique rapporte, il faut former les enseignants et il faut responsabiliser les élèves. Et pour moi, c'est la clé. L'OCDE, là, c'est une étude qui a été faite dans 32 pays. Et ce qu'ils disent, là, mais c'est juste qu'il y a moi, j'aurais inversé la chose. Parce que en mettant la partie après la première phrase, il aurait fallu qu'ils réfléchissent à savoir qu'il y a des journalistes qui auraient juste pris la première phrase et on s'arrête là après. Donc, c'est pas vrai que le numérique n'a pas d'impact. C'est vrai si on forme pas les enseignants et si on responsabilise pas les apprenants. Mais si on fait ces deux choses-là, là, le numérique a un impact sur la réussite. Et donc, ces deux éléments-là sont majeurs. Et ça, il faut le comprendre aussi. On a un ministre de l'Éducation au Québec. Là, je sais que vous avez vu Madame David, était-elle là hier finalement? Oui. Puis, bon, Hélène, c'était ma voisine de bureau avant qu'elle soit ministre de l'enseignement supérieur. Mais très ouverte au numérique. En tout cas, j'espère que c'est ce qu'elle a dit hier parce qu'elle l'était les dernières fois que je lui ai parlé. Et on a un ministre aussi pour le primaire et secondaire qui est aussi très ouvert au numérique. Ça n'a pas toujours été le cas. On a eu des anciens ministres qui se sont basés, puis là, ça, vous connaissez ces ouvrages-là en Europe. Hattie. Est-ce que tout le monde a déjà entendu parler de John Hattie? Ce qu'il a fait, là, et c'est quelqu'un qui fait un travail fantastique, mais il n'a jamais visité une salle de classe. Lui, ce qu'il fait, pour vous résumer son travail, et c'est écrit noir sur blanc dans son livre, parce que je vous apprends rien, il n'est pas en train de nous mentir. Lui, il a pris des recherches qui ont été faites par d'autres, il en a fait des synthèses. Et il en a fait des métasynthèses et des méta-métasynthèses. Et donc, John Hattie, là, il parle des facteurs qui influencent plus la réussite. Vous parlez de gouvernance et de numérique. Il me semble qu'un des bons leviers pour vous, ce serait de pouvoir dire, pourquoi le numérique dans mon établissement? Parce que c'est bon pour la réussite.
Mais John Hattie, il dit pas nécessairement ça. Il dit que le premier impact sur la réussite, c'est quoi? C'est l'enseignant. On va aller simplement. Puis il y a plein d'autres impacts. Puis à la toute fin de sa liste, là, je pense qu'en 62e position, il y a le numérique. Et c'est loin. Mais le numérique, pour John Hattie, ça a un impact positif sur la réussite. Il le dit. Il l'a mis 62e. Mais ce qu'il dit très clairement dans son livre, là, c'est qu'il a fait des recensions d'études. Il n'a pas fait d'études, il a fait des recensions. Et ce qu'il dit dans son livre aussi, nous, ce qu'on a fait avec mon équipe, on est allé voir les 100, presque 150 études. Il y en avait 147. Et puis, il y a des versions rajoutées qui ont été analysées par John Hattie. Il nous ment pas, il nous dit la vérité. Mais quand on va voir ça, la moitié des études recensées ont été faites, publiées avant les années 2000. Certaines avant 1980. Google n'existait pas. Facebook n'existait pas. YouTube n'existait pas. Les ordinateurs portables n'existaient pas. Alors, imaginez un petit peu, là, il n'est pas en train de nous mentir, mais ceux qui nous prennent John Hattie pour nous dire le numérique n'a pas d'impact. Non, 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 doucement, là. John Hattie dit que l'enseignant a le premier impact. Il nous ment. Il se base sur des études. Sur le numérique, les études de John Hattie, là, sur lesquelles il se base, la moitié ont été faites, publiées avant les années 2000. Puis je peux vous dire que pour publier une étude, des fois, il faut 2 ans, 3 ans. Et là, c'est immense comme travail. Moi, ce que je vous dis comme message, c'est que si on vous dit est-ce que et là, c'est une phrase clé que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez, évidemment. Est-ce que le numérique a un impact sur la réussite ou en éducation? Ben, c'est une question qui est mal posée. Il faut plutôt se demander comment le numérique peut avoir un impact. Alors, le numérique, s'il y en a qui sont encore dans ce débat, est-ce que c'est bon ou pas bon? Écoutez, là, c'est pas que c'est bon ou pas bon, il faut se demander comment. Et si vous voulez savoir, oui, les recherches actuelles montrent clairement que l'impact, il est majeur. Et là, je vous montre une capture d'écran après. Moi, j'aime bien montrer des captures d'écran pour appuyer mes propos par des arguments et des faits. Quand on regarde la revue, une des revues les plus prestigieuses, sinon la plus prestigieuse en éducation, elle est anglophone, ça s'appelle Review of Educational Research. Et ce qu'on montre, c'est que le contexte qui favorise le plus d'apprentissage sur Terre actuellement, c'est quand chaque apprenant a son appareil. Mais les auteurs viennent rajouter qu'il faut les former à bien utiliser l'appareil à des fins d'apprentissage et qu'il faut former les enseignants aussi. Mais le contexte qui favorise le plus l'apprentissage sur Terre actuellement, c'est quoi? C'est quand chaque apprenant a son appareil et qui s'en sert à des fins d'apprentissage. Et donc, l'idée, ça s'appelle Zhang, l'étude, ils ont fait plusieurs études là-dessus. Je vous remettrai la référence si vous le souhaitez. Est-ce que le numérique a un impact sur la réussite? 2018, c'est pas la bonne question à se poser. Il faut se demander comment le numérique et ce qu'il faut comprendre de toutes ces études-là récentes. Même Hattie a fait un aparté sur son site où est-ce qu'il dit, écoutez, là, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur le numérique. Il a redit lui-même, il dit, écoutez, les études qu'on a recensées, là, ce sont celles-là. On ne peut pas changer. C'est la recension qu'on a faite. Mais il dit peut-être que le numérique jumelé à des bonnes pratiques des enseignants, peut-être que ça pourrait maximiser encore plus la réussite. Donc, les technologies, c'est un immense potentiel et intégrer ce qu'il faut comprendre aussi, ça c'est ma position, intégrer le numérique dans les établissements scolaires, là, c'est pas arrêter de parler ou arrêter d'utiliser le papier, c'est trouver un juste équilibre dans tout ça. Le juste équilibre, pour moi, il est très important. Les établissements où ça se passe mal, c'est les établissements où on essaie de faire des virages numériques qui ont, selon moi, aucun sens, qui ne font aucun sens parce que ce sont des virages trop précipités, trop brusques. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. Je peux vous dire quand même que l'équilibre actuellement, il n'est pas du côté du numérique, mais il faut trouver un juste équilibre et ça, c'est important. Donc, le numérique, est-ce qu'il a un impact sur la réussite? Les recherches les plus récentes actuellement montrent clairement que oui. Et ce qui favorise le plus la réussite, c'est quoi? C'est quand chaque apprenant a son outil. Mais il faut creuser un peu plus. Moi, je vous l'ai dit, on a fait des études au collégial. Je peux le nommer, on a le droit maintenant, Cégep à Huntsic, ils ont un projet, avec des tablettes et des ordinateurs portables. Il y a plusieurs cégeps qui ont des projets comme ça. Quand il y a un nouveau prof qui arrive dans un cours et puis qui a pas été formé, qui a pas été préparé, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que tous les étudiants font autre chose en classe. Ils font pas ce qu'ils sont supposés faire. Et donc, c'est pas vrai que c'est simple. Mais une fois qu'on arrive
à bien ancrer ça dans des stratégies, dans des apprentissages et tout, mais là, l'impact, il est vraiment positif. Et les études de Zhang, ils ont cité des choses, c'est plus de 200 000 élèves, 200 000 apprenants auprès des, ils ont fait ça auprès de plus de 200 000 apprenants, et donc c'est vraiment majeur. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2018, c'est pas la bonne question. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le juste équilibre, en tout cas pour moi, il est très, très important. Si, rapidement, on regarde les apprenants, qu'est-ce qu'ils font avec le numérique? Et là, je vais aller très rapidement aussi. C'est important, le virage numérique, ce que vous faites, votre think tank de la semaine, pour moi, c'est très important parce que il y a toutes les recherches importantes ont montré qu'il y a un décalage immense, surtout en enseignement supérieur et les technologies présentes dans la société. Vous avez des apprenants branchés, des apprenants qui aiment ce qui est instantané. Là, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas fait de recherche sur Google dans la dernière semaine dans la salle? Hein, tout le monde, vous êtes trop gêné pour le dire, peut-être aussi. Mais Google, il m'embête beaucoup parce que Google, là, c'est terrible pour l'éducation. Je vous explique pourquoi. Faites une recherche sur votre ordinateur, là. Il prend un malin plaisir à vous dire que ça a pris 1,7 secondes. Ça, c'est pour faire sentir les profs coupables chaque fois. Est-ce qu'il y a un prof là, qui arrive à corriger ou à répondre à une question en 1,7 secondes? Jamais. Mais Google, chaque fois, il prend un malin plaisir à nous dire le nombre de secondes qu'il a pris pour trouver quelque chose. Quand il prend 8 secondes, on trouve ça lent, c'est l'horreur. Imaginez un prof qui va prendre des fois 2 semaines pour corriger, c'est la fin du monde. Donc, les apprenants, c'est pas qu'ils aiment, c'est qu'ils sont habitués à ce qui est instantané. Les technologies, ça change les façons d'apprendre, ça nécessite de nouvelles compétences. Et Google, c'est quelque chose de majeur. Je sais qu'on parle beaucoup de Facebook depuis 2 mois, on va en reparler aussi, mais c'est majeur. Et l'interface de Google, je veux pas être méchant, elle n'a pas beaucoup changé. Ça, c'est l'interface bêta de 1999-98. Et donc, bientôt 20 ans, en septembre, ça aura 20 ans Google. Combien de questions on pose à Google chaque jour? 6 milliards de questions chaque jour. 6 milliards. Ça, c'est sans compter les questions qu'on pose à Facebook aussi. Non, mais c'est quand même majeur quand on regarde ça. Là. 6 milliards de questions par jour. Il y en a qui disent que les jeunes ne sont pas curieux. Ben, tout est relatif. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Qu'est-ce qu'on les posait, ces questions? Est-ce qu'on les posait tout simplement? Alors, vous avez des jeunes qui ont l'habitude de poser plein de questions, qui arrivent à l'école, dans des établissements d'enseignement supérieur, où est-ce qu'il y a peu de technologie, où est-ce que le feedback, il n'est pas instantané, où est-ce que quand tu remets un travail avant d'avoir un feedback, ça prend du temps. Alors, c'est certain là, que ça interpelle en partant. Et je pourrais vous raconter plein d'anecdotes sur ça, mais Google, ça prend une place majeure dans la vie des jeunes. Je pourrais vous parler très rapidement d'une étude qu'on a faite au Québec. Au Québec, on a un site d'aide aux devoirs pour les lycéens puis les élèves d'école primaire qui s'appelle AlloProf. Et en partenariat avec eux, on a fait une étude, on demandait quand les jeunes ont des questions, qu'est-ce qu'ils les posent. Puis avant la CM2 en France, la 5e année du primaire au Québec, à qui est-ce qu'on la pose cette question? Ben, c'est ta maman. Toutes les mamans sont contentes, ben oui, c'est bien. Mais quand maman n'est pas là, à qui est-ce qu'on pose la question? C'est à Google. On est tout petit, là, on a 9 ans, là. On pose la question à qui? Déjà à Google. Bon, il y avait un problème méthodologique avec l'étude. Papa arrivait de 9e, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pris comme échantillon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de la 6e année au Québec, qui est la même que la 6e année en France, ben Google est devant, et puis après ça au lycée, la maman elle est très loin derrière. Et donc, Google prend une place majeure dans la vie des jeunes dès un plus jeune âge. Mais là, j'arrive à l'université. On a fait une étude, vous lirez la thèse de Gabriel Dumouchel sur les compétences informationnelles de nos étudiants universitaires. Et bon, dans le cadre de ce grand projet, lui, il a fait une petite partie, il a fait sa thèse là-dessus. Plus de 75% de nos étudiants universitaires ne sont pas en mesure de savoir, quand on fait une recherche sur Google, lesquels sont des sites, entre guillemets, sponsorisés, là, est-ce qu'ils ont payé pour des pubs, et lesquels sont vraiment des sites issus de la recherche. Le plus terrifiant dans ce projet qu'on a fait sur les compétences informationnelles, c'est qu'ils sont 77% à pas savoir que ce sont des sites sponsorisés au début de l'université. Après 4 ans d'université, ils sont 75%. Il y a un problème. Nos universités n'ont pas fait le travail qu'on devait, là, parce que là, il n'y a que 2% qui sont un peu plus, sur le plan des compétences informationnelles, un peu plus brillants. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de majeur. Les technologies influencent les façons d'apprendre et les établissements, on ne fait pas assez de choses autour de ça. Bon, Facebook aussi, on en parle beaucoup dernièrement. Et là, il y a une espèce de mouvement contraire là-dessus, là, je dois vous dire, là, je m'inscris en faux avec plusieurs choses.
la question des données, c'est important de sensibiliser les jeunes. Il faut que les jeunes soient responsables. Mais bien avant Facebook, dans plusieurs universités, là, j'ai pas le droit de les nommer parce qu'on parle de faculté de médecine et c'est très, très, très important, mais je vous dirais peut-être que c'est celle dans l'université où je travaille, mais peut-être. Ben, on donne des cours aux futurs médecins sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'on leur montre, et c'est moi qui est l'odieux de donner ce petit 3 heures-là, mais je m'amuse bien, on leur montre qu'écoutez, vous allez avoir une responsabilité sociale, vous serez médecin plus tard. On peut pas mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Puis on pense que les médecins ne mettent pas n'importe quoi. Mais je ne veux pas être méchant avec vous, mais à l'université, ils ne sont pas conscients encore de tout ça. Alors moi, j'ai juste 3 heures, parce qu'en médecine, tout est compartimenté. Il y a 2 heures sur ci, 3 heures sur ça, et donc on a 3 heures. Mais dans ce 3 heures, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je leur montre d'abord, je prends des volontaires, puis ils sont 400 dans les amphithéâtres, il y a plein de volontaires qui me donnent leur nom, et on va voir sur Internet. Et là, on les voit en petit maillot, sur le bord de la piscine, à boire une bière, à faire des burgers. On a le droit de faire ça dans la vie, mais quand tu es médecin plus tard, quand ton futur patient va te chercher, qu'est-ce qui va tomber d'abord? C'est ta photo sur Facebook. Alors là, ils sont tous traumatisés. Ils disent, est-ce que tu as le droit de voir ça? Mais je suis pas ton ami, j'ai juste mis ton nom, j'ai cherché, puis paf, c'est ce qui sort en haut. Là, ils sont tous traumatisés. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, ben, dépêchez-vous parce que dans 7 ans, vous serez médecin. Alors, dépêchez-vous de faire attention. Mais on leur montre tardivement, on leur montre à l'université, on devrait leur montrer bien avant à faire attention à ça. Donc, la question de qu'est-ce qu'on met public, qu'est-ce qu'on met privé, et même maintenant, la question qui se pose, c'est quand on met quelque chose privé, est-ce que c'est vraiment privé aussi? Alors, il faut même être conscient de qu'est-ce qu'on devrait mettre ou pas mettre là-dessus. Et là, il y en a plein qui parlent des fausses nouvelles. Il faut faire attention. C'est pas tout qui est une fausse nouvelle non plus. C'est la stratégie numéro un. C'est la stratégie numéro un de notre voisin du Sud. Hein? C'est pas tout qui est une fausse nouvelle. Il faut apprendre à développer un esprit critique chez les jeunes. Il faut apprendre à chercher, à trianguler les sources d'information. Si ça vous intéresse, sur mon site, on a fait plusieurs travaux sur les compétences informationnelles. Je sais que les Reptiques, vous avez aussi un référentiel là-dessus et beaucoup de travaux là-dessus. Mais l'idée, c'est de montrer simplement, ce serait quoi 6 étapes pour développer les compétences informationnelles. Et ça, c'est quelque chose de tellement majeur. Les compétences informationnelles des jeunes, c'est important. Il y a plusieurs autres sites qui sont très populaires. Les vidéos sont extrêmement populaires. 6 milliards de visites sur YouTube par jour en moyenne. 1,3 milliard de visiteurs dans certains. C'est vraiment terrifiant. Et il y a d'autres sites, par exemple, comme Wikipédia. 18 milliards de pages visitées en mars. Et Wikipédia est le 5e site le plus visité sur Terre. YouTube est 3e. Et Wikipédia a récemment fêté son 17e anniversaire. Wikipédia, il y a une espèce de mythe dans les établissements d'enseignement supérieur, et je ne sais pas pourquoi. On se dit toujours, on ne peut pas faire confiance à Wikipédia. Et je suis certain que plusieurs personnes vont dire, ah oui, c'est vrai, Wikipédia, on ne peut pas faire confiance. Hein. Ben, de dire qu'on ne peut pas faire confiance à ce qu'on trouve sur Internet, c'est tout à fait vrai. On ne peut pas faire confiance à tout ce qu'on trouve sur Internet parce que... Hein. Mais le créateur de Wikipédia, il était fatigué d'entendre ce message dans les universités ou dans ce qu'on appelle aux États-Unis les junior college, l'équivalent des cégeps au Québec. Et il a demandé à la revue Nature, qui est la revue la plus prestigieuse sur Terre, de faire une étude. Ils ont reproduit l'étude à 3 reprises. Ils disent, on ne va pas demander à des profs, on va demander à des prix Nobel de comparer Wikipédia avec Britannica, la plus grande encyclopédie anglophone. Ben, les prix Nobel, la première étude, ils ont dit que c'était match nul, et les 2 études subséquentes ont dit que il y avait moins d'erreurs dans Wikipédia que dans la plus grande encyclopédie papier. Maintenant, le message, c'est pas de dire aux étudiants ou aux professeurs, c'est tout vrai sur Wikipédia. Non, non, non. Il faut développer l'esprit critique. Ils ont répertorié des erreurs et dans Wikipédia et dans l'encyclopédie papier. Ce que les prix Nobel ont dit, c'est qu'il y avait moins d'erreurs dans Wikipédia, mais pas qu'il n'y avait pas d'erreurs. Et donc, développer l'esprit critique. Et peut-être une parenthèse là-dessus, parce que vous avez peut-être un rôle clé à jouer dans le domaine du numérique. Il y a tout un mouvement sur la Terre où on parle d'intelligence collective planétaire, et c'était le mouvement derrière un peu Wikipédia. Moi, j'ai du mal à comprendre comment ça se fait qu'il y a si peu d'apprenants de la francophonie qui participent à Wikipédia, si peu de professeurs ou d'enseignants qui participent à ça. Mais sur Wikipédia, l'idée, c'est qu'on peut consulter, mais pourquoi ne pas amener les gens... Et moi, je pense que c'est une compétence majeure, et je vais en parler après la pause tout à l'heure dans les questions clés ou dans les compétences clés.
Est-ce qu'on veut faire juste des apprenants qui sont des passifs du numérique, qui sont là, vous pouvez juste consulter, puis on leur montre à être critique dans les sources? Moi, je pense que si vous vous rencontrez cette semaine, on veut passer à une étape supérieure. On veut les amener à être engagés pour participer à l'édification de la société de demain. On ne veut pas en faire des passifs du numérique. Et moi, je me demande, là, dans combien d'établissements, dans vos établissements, là, à quand ça remonte les dernières contributions à Wikipédia? Et ça, moi, je pense que c'est important. À quand remonte celle des étudiants, de vos professeurs? Et dans certains pays, et je vais le nommer, contribuer à Wikipédia, c'est obligatoire. On se dit, on éduque les jeunes à l'esprit critique, les compétences informationnelles, mais on veut pousser ça plus loin. On veut que chacun des jeunes soit en mesure là, de contribuer au savoir planétaire. Et c'est certain que c'est difficile. Mais là, on fait des jeunes chez eux, là, ils sont pas juste critiques. Ils savent aussi créer des ressources en ligne et de l'information. Juste pour vous montrer mon exemple, je vous montre la page de Wikipédia ici. Je vais grossir un, oups, là, excusez-moi. J'ai trop appuyé. Là, on arrive. Donc, la page de Wikipédia ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit les langues qu'on pense principales. Alors, on a l'anglais qui est premier, 5 550 000. L'allemand qui est deuxième, 2 142 000. Et on pense que le français est troisième. Mais non. Quand on regarde sur la page de la Suède, 3 785 000 entrées. La Suède, 8 millions d'habitants. C'est le Québec. Ils sont deuxièmes sur Wikipédia. Pourquoi sont-ils deuxièmes? Parce que c'est obligatoire. Là-bas, en Suède, tu veux avoir ton diplôme d'études secondaires? Là, je caricature, mais tu dois montrer que tu es capable, non pas juste d'être critique, de consulter de l'information, de la sauvegarder, de l'archiver, d'utiliser des outils. Tu dois être capable d'en créer, de l'information pertinente qui est diffusée en ligne. Et ça, je trouve ça quand même majeur. Et peu de gens le savent pour le Suède et Wikipédia. Mais moi, je me dis, c'est toute une compétence et moi, je regarde ça, là, il y a beaucoup de partout on parle des tarifs aux États-Unis, en Chine actuellement, dans beaucoup d'endroits, on s'effraie de la robotisation. S'il y a un des pays sur Terre où est-ce qu'on est moins effrayé de la robotisation, c'est en Suède. Parce qu'ils ont dit, la robotisation, c'est là. Puis au lieu de chialer, ben nous, on va l'embrasser, on va faire des gens qui vont construire des robots pour les autres pays qui savent pas quoi faire avec ça. Donc, on embrasse le changement. Et je vous dis pas que tout est facile nécessairement chez eux, mais quand on regarde ça quand même, ils ont 3 700 000 entrées. Ils sont deuxièmes et la tendance montre qu'il y a un jour, ils vont même dépasser l'anglais. Ils ont 8 millions à parler suédois. On ne parle pas suédois à part en Suède. C'est quand même tout un exploit qu'ils ont fait. Donc, dans certaines compétences, c'est quand même important. Donc, contribuer à Wikipédia, pour moi, c'est quelque chose d'important. Rapidement, il y a beaucoup d'autres technologies aussi utilisées par les jeunes. Certains, on ne comprend pas pourquoi. Des jeunes au cégep prennent des photos de leur lunch le matin, ils mettent ça sur Instagram. Pourquoi, quand on leur pose la question, ben, ils nous disent, ben, parce que je vais avoir des likes avant d'arriver au cégep. Et ça te donne quoi? Bon, on ne sait pas trop, mais eux non plus, mais ils sont contents. Une des applications très populaires chez les jeunes aussi, c'est Snapchat. Snapchat, bon, ça pose plusieurs défis, surtout dans les écoles secondaires, dans les lycées. Au cégep, ça en pose aussi. À l'Université Laval, il est arrivé un événement tragique avec ça il y a un peu plus d'1 an. Snapchat, c'est quoi? C'est des partages de photos et de messages textes. Partage de photos et de messages textes parce que tu peux contrôler le temps. Tu partages une photo et tu dis 10 secondes, 9 secondes, 1 seconde, 1 demi-seconde. Mais là, on va être juste très simple. Quel genre de photo tu partages 1 seconde? Ben, mais l'événement tragique qui est arrivé à l'Université Laval, c'est quoi? C'est un garçon qui s'est fait prendre au piège, qui a partagé des photos en sous-vêtements. Puis là, on a ri de lui. Et là, bon, c'est sûr qu'il y avait un profil, c'était compliqué et tout. Mais je me dis, comment ça se fait qu'à l'université, tu comprends pas le mécanisme de certains réseaux sociaux? Comment ça se fait qu'on te l'a pas montré avant? Et ça, je me dis, c'est peut-être une erreur de l'école, on n'a pas fait assez. Dernière technologie dont je vous parle, si ça vous intéresse, il y a plein de sites sur la Terre qui présentent les réseaux sociaux. Le meilleur site pour moi qui présente ça, c'est Alexa. Pas le Alexa d'Amazon, mais un site qui s'appelle Alexa, qui répertorie les réseaux sociaux, les sites les plus utilisés sur Terre, par pays, par ville des fois, par groupe d'âge. C'est vraiment intéressant. Allez voir sur alexa.com et allez voir c'est vraiment utile. Mais la dernière technologie dont je vais vous parler, c'est les messages textes. Au Québec,
On était bien moins avancé qu'en France pour les messages textes. C'était même pas un demi-message par mois envoyé en 95. Mais au Québec et en France, les statistiques sont similaires. Hein. Combien de textos, de SMS sont envoyés chaque mois par les 17-24 ans? Mais on est à 6300. Et donc, c'est la réalité de beaucoup des cégeps au Québec, de plusieurs universités. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans ces statistiques qui sont issues de Rogers, c'est que la moitié sont reçus entre 9h et 16h du lundi au vendredi. Ils sont pas supposés être en classe, ces étudiants, c'est vraiment. Alors, c'est une technologie qui vient quand même hanter la salle de classe et c'est pas simple. Je vous montre une très courte vidéo. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que les technologies, les apprenants dans notre société, je vous présente ça, pas pour vous effrayer, mais moi, je pense que il faut être conscient de ce qu'ils utilisent. Ça vous permet de ne pas dire oui tête baissée. Ça vous permet de ne pas penser que c'est juste mauvais. Mais je pense que comprendre ce qu'ils utilisent, c'est important. Savoir ce qu'ils utilisent, c'est important. Comprendre les motifs qui les amènent à utiliser certaines de ces technologies, c'est important aussi. Et moi, je pense qu'il faut faire preuve d'ouverture quand on utilise les technologies. Quand on regarde le numérique, des fois, on se dit « Ah non, ça n'a pas d'allure ». Et je vais vous montrer une courte vidéo, elle dure 3 minutes, mais je la trouve vraiment délicieuse. C'est une vidéo qui a été faite en 1947. C'est basé sur un essai. Et je vous en dis pas plus, mais 1947, cette vidéo-là, on parle presque de la société d'aujourd'hui. Elle est disponible sur Dailymotion. Puis, on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Ça ressemble un peu au... Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du feuilleton. Il était devant elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre, heureux de se sentir émus de se sentir heureux. La télévision sera pour tous un besoin plus impérieux encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Espérons qu'il n'y aura pas souvent de mauvaises nouvelles susceptibles d'affoler les conducteurs impressionnables. Écoutez maintenant notre rubrique de faits divers. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, jour sanglant pour les automobilistes. On nous signale le 124e accident de la journée. Allô, allô, rectification. C'est 125 accidents d'automobile et non 124 qui ont eu lieu depuis ce matin. Et la petite provinciale romantique n'aura pas besoin de venir à Paris pour y rencontrer son idole. Elle l'aura sur sa table de nuit. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Le pays, je le dis comme je le pense, mes chers concitoyens, a droit à la vérité. Nous sommes à un tournant de notre histoire. L'époque est cruciale et toutes ces questions doivent être reconsidérées. Citoyens, Oh, dis, maman, c'est à ce parti-là que je vais adhérer. Actuellement, nous sommes empoisonnés par les gens qui laissent crier leur TSF, qui nous réveillent avec des marches héroïques. Ou qui, tandis que nous travaillons, nous assomment avec des comptes rendus sportifs. Qui le passe à Fernand, qui le passe à Isidore, qui le passe à Jules, qui le passe à Alfred. L'arrière gauche s'approche de l'avant droit et lui décoche sur la poitrine un uppercut magistral. L'arbitre compte jusqu'à 8. À 11, le Belge Manhattan Peace remonte sur sa bicyclette. Mais que sera-ce demain avec la télévision? Il y aura, comme aujourd'hui, des gens mal éduqués. Mais cette fois, ils laisseront crier les images. Un tour de bouton de trop, un caprice de l'appareil, et l'image traversera les murs, ira se promener chez le voisin. Tu chérie. Regarde.
On trouvera un match de boxe dans la soupière. Et quand vous lirez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une bohémienne sur votre édredon. Cyprien, je te défends de caresser les images. Vous dira votre femme. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès. Je vous donnerai la référence, mais c'est le futur de 1947 sur Dailymotion. Bref, c'était pour vous montrer qu'ils étaient quand même assez visionnaires quand on voyait les gens se promener avec leur téléphone ou leur petite télévision de poche. Pourquoi les technologies en éducation? Ben, il y a plusieurs raisons. L'idée, c'est que c'est une tendance irréversible, vous n'avez pas le choix. Donc, ce que vous faites ici cette semaine, moi, je pense que c'est particulièrement important. J'ai tenté de vous montrer que ça avait un impact aussi important sur l'apprentissage, sur la réussite scolaire. En fait, quand on regarde les études sur le numérique en éducation, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a une quarantaine d'avantages. Des avantages qui sont cognitifs, qui sont liés à l'apprentissage. Il y a des avantages qui sont affectifs, c'est plus agréable dans certains contextes d'apprendre, il y a plus de stimuli. Il y a des avantages sociaux, l'idée d'apprendre en équipe. On développe des compétences aussi qui sont pas toujours évaluées. L'idée d'apprendre avec le numérique, on apprend à collaborer, à créer. On développe plusieurs compétences qui, même si elles ne sont pas évaluées en fin d'année, sont quand même importantes. Et il y a beaucoup d'autres avantages aussi. Il y a plus d'avantages que de défis, mais il y a quand même certains défis qui sont liés au numérique et très sommairement. Les défis, c'est quoi? C'est un euphémisme, un joli mot pour parler des problèmes rencontrés, parce qu'il y a toujours un côté obscur. Et je parle même pas des problèmes. Les technologies, si on vous dit qu'il n'y a pas de problème, que vous êtes dans un établissement, vous voulez faire un virage numérique, on vous parle de gouvernance, il n'y aura pas de problème avec ça, c'est faux. Si on veut faire ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous fait signer un contrat. Le premier problème, primaire, secondaire, au cégep au Québec et à l'université après, et c'est le problème partout dans le monde, c'est la source de distraction. Et la source de distraction, c'est un défi de chaque instant. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Que font tous ces apprenants avec les technologies mobiles en classe? À l'Université de Montréal, mon université, on avait un groupe de tablettes, de futurs enseignants qui étaient munis d'une tablette. Ils sont tous sourires, Ils sont tous contents. Mais on a fait une étude avec eux, on les a filmés en classe. On n'avait pas le droit de regarder les films avant que la session soit terminée, qu'ils aient reçu leurs notes et tout. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dès que, malgré leur beau sourire, ils faisaient plein d'autres choses. Et ces études montrent systématiquement tout ce qui se passe. Peu importe le contexte, les technologies sont une immense source de distraction. Primaire, secondaire, collégial, universitaire, c'est partout. Je vous montre deux petits exemples. Un exemple au primaire, on testait des applications auprès d'enfants qui avaient 6 ans. Il y avait moi, il y avait la collègue de l'enseignante et il y avait l'enseignante. On leur apprenait la démocratie, on les faisait voter sur quelles applications ils préféraient. Un partenariat avec Montessori qu'on a fait là-dessus. Après 15 minutes, les enfants de 6 ans, 7 ans ne nous écoutaient plus. Je leur dis, l'enseignante a dit, il faut leur dire de mettre la main derrière la tête quand tu parles. C'est sûr qu'à l'université, je fais pas beaucoup ça. Alors, j'ai essayé la technique, mais quand on regarde la petite fille ici, là, elle me regarde pas plus, là. Tu sais, elle a beau avoir ses mains derrière la tête, elle regarde la tablette de son voisin, comme le film qu'on a vu avant. Le premier ici, lui, il a eu peur de moi. Lui, il était un peu nerveux, là. Il me regarde avec un air un peu effrayé, là. Mais ça ne fonctionnait pas. Et même celui derrière, quand on regarde, là, il a une main derrière la tête, l'autre main sur la tablette. Donc, c'est un défi de chaque instant. Même quand on s'approche de lui, il dit, oui, monsieur, je vous écoute. Il a les 2 doigts prêts à pianoter. Et le fléau est arrivé à l'université ou ailleurs, où est-ce qu'on a des étudiants qui sont sur Facebook tout le temps. Et là, les études qu'on a faites, attention, ça fait peur. On a plusieurs facultés de médecine, sans les nommer, qui s'inquiètent de ce que les futurs médecins font durant les cours. Pourquoi? Parce que les futurs médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur les réseaux sociaux principalement. Et là, on a mis des caméras avec le consentement des étudiants, des professeurs évidemment aussi. Ils savent qu'on les filme. Aucun scrupule. Et pendant que et là, on voit pas bien, vous allez voir, on voit pas bien, mais pendant dans un cours d'anatomie, pendant que le professeur montre le cœur devant, peut-être un étudiant, qui regarde autre chose sur YouTube en même temps, un futur médecin. Et donc, ça interpelle. Dans ma faculté, où est-ce qu'on forme des futurs enseignants,
si un jour vous êtes à ma faculté, là, je passe devant un amphithéâtre 3 fois par jour pour me prendre un café au café des étudiants pour les encourager. Mais je regarde dans le cours, quand je prends aussi, j'ai un téléphone intelligent, je prends des photos, hein, juste pour m'amuser. Tout le monde est sur Facebook. Lui, il n'était pas sur Facebook. C'est le seul. Et sur quoi il était? Ben, quand on rentre, il est en transe, il n'a aucune idée, là. Ça, c'est le genre d'étudiant qui laisse aucune chance à son prof. Il regarde du basket sur sa tablette. Évidemment, c'est la faute de la tablette. Si jamais le basket est terminé, il a son téléphone intelligent. Et troisième, il a fait l'équilibre entre papier, crayon et technologie. Il a amené son journal étudiant. Alors là, il laisse aucune chance à son prof. Mais c'est la distraction, là. C'est le premier fléau des technologies primaire, secondaire, université. Si vous ne me croyez pas, regardez, là, on va changer de province canadienne, Ottawa. Les profs à l'université, ils ont voulu éliminer toute technologie en salle de classe. Ils ont appelé ça en anglais le distracted learning, l'apprentissage distrait. Mais si on revient plus près d'ici, dans cette région du Québec, et là, il y a certains cégeps, quand on regarde le règlement a évolué dernièrement, mais quand on regarde le règlement, qu'est-ce qu'on avait? Ben, règlement numéro 5 relatif à certaines conditions de la vie au cégep. Mais règlement numéro 7, carte d'identité. Numéro 8, les explosifs sont interdits. On espère, on le souhaite. Numéro 9, le matériel électronique et les armes à feu en numéro 10. Alors, j'ai attendé. Là, celui qui a fait ça, là, il a mis entre les explosifs et les armes à feu, hein, l'ordinateur. Et parce que quand on regarde la définition, là, c'est quoi? Toute utilisation d'un ordinateur portable, de matériel électronique, etc., est interdite dans les locaux. Et donc, c'est pas vrai que c'est pas un problème, la distraction. C'est un problème majeur. Il y a énormément de cégeps, Vanier, Granby, Saint-Laurent et plusieurs autres qui, malheureusement, interdisent des technologies parce qu'on est pris avec ces défis, on ne sait pas quoi faire. C'est pas simple. Il y a plein d'autres défis. La formation au niveau de la gouvernance est un défi. Qu'est-ce qu'on fait pour former vos enseignants? C'est pas simple. Et au-delà de la formation, ce que les recherches montrent, et je pense que c'est un élément important pour la gouvernance, c'est que comme l'apprentissage ou la maîtrise des technologies, ça peut être chronophage, il faut donner du temps aussi. C'est pas juste l'idée de former, c'est de trouver des moments où vos enseignants ont du temps pour s'approprier réellement les technologies parce que ça prend du temps. Il faut comprendre, et là je vous dis ça parce qu'il y a plusieurs expériences qu'on a suivies, puis au début, ça se passe jamais bien. Le besoin pressant de résultats. Vous faites un virage, il y a des classes spéciales, peu importe ce que vous faites, est-ce que ça se passe bien tout de suite? Mais là, vous avez une prof qui va vous parler de réalité augmentée ou virtuelle. C'est impossible que du jour au lendemain, ça se passe bien. Au début, on rencontre des défis. Et donc, il ne faut pas être si pressé des fois de résultats. Il y a beaucoup de mythes aussi. Il y a plein de collègues qui me disent « Ah, les étudiants, ils sont tellement bons avec le numérique. » Ben, c'est pas vrai. Là. Ils sont experts de quoi, les étudiants, là? Hein, ils sont experts de réseaux sociaux, de jeux, de téléphones portables, d'envoyer des SMS ou des textos de façon discrète. Mais les experts de l'enseignement, c'est pas eux non plus. Il y a d'autres défis sur lesquels on peut intervenir. Des défis techniques. Ben, il faut apprendre. Vous allez voir dans une des recommandations après la pause, c'est quoi? C'est il faut montrer aux enseignants à être plus autonomes, à être plus tolérants face aux problèmes technologiques. Le défi des médias sociaux, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça arrive. Tous les étudiants font une page Facebook sur les cours à l'université. Alors, est-ce qu'on montre aux profs à en faire une ou est-ce que le prof n'est même pas membre de la page de son cours et c'est que les étudiants qui en sont membres? Alors, c'est tous des défis qui se posent aussi. Et la responsabilisation des apprenants, c'est un autre défi. Il y a celui aussi, par exemple, des fausses nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on leur montre à mieux comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et dernier problème qui est récemment documenté dans la littérature scientifique, c'est le manque de sommeil lié aux technologies. Et donc, la fatigue chronique liée aux stimuli des technologies. Puis là, on pourrait vous parler de la lumière bleue et tout ça, mais ces études-là sont complexes, puis je ne vais pas rentrer là-dedans. L'idée, c'est qu'une exposition forte à la lumière bleue peut faire en sorte que vous restiez réveillé plus longtemps. Mais au-delà de la lumière bleue, même si les appareils modernes maintenant permettent de contrer un peu cette lumière bleue, il y a des études qui ont montré que c'est finalement le type d'activité qu'on fait avec nos objets qui ont plus d'impact sur le sommeil. Il y en a des étudiants qui regardent des films d'horreur ou qui jouent à des jeux avant de se coucher. Ben c'est sûr que l'impact sur le sommeil, c'est plus difficile que si tu lis Candide de Voltaire avant de dormir sur ta tablette. Là, le sommeil est garanti après, aucun stress. Hein. Mais bon. Rapidement, et je vous laisse en pause dans 7 minutes parce que j'avais promis une petite pause et j'ai dépassé un tout petit peu mon temps.
Je vous présente 23 idées pour la gouvernance numérique de demain. Ce sont des idées, puis après la pause, on va travailler sur des éléments spécifiques. Je vous ai parlé de développement professionnel. Pour moi, le développement professionnel, c'est central. Et on va parler de développement professionnel, de compétences qu'on doit développer au primaire comme au secondaire. Et ces compétences, de compétences qu'on doit développer tant chez les formateurs que chez les apprenants. Et parmi les 23 idées que j'ai pour vous, je vais vous en donner la liste qui va être mise en page et toute belle. Je vais mettre ça sur les réseaux, puis j'enverrai ça aux personnes qui m'ont invité ici. Pour que ça fonctionne bien, et ces éléments-là, même si ça a l'air parfois anodin, sont tous fondés sur des recherches qui ont montré que c'était pertinent. Il vous faut un plan de vision de l'intégration du numérique. Et l'erreur que plusieurs font, pas vous, mais l'erreur que plusieurs autres font, c'est quoi? C'est partir de zéro. Aller sur Internet, aller voir les plans que les autres ont faits, partez de là. Pourquoi? Je veux dire, imaginez-vous là, une fois qu'on a inventé la roue, est-ce que les gens se sont creusés la tête pour voir est-ce qu'on va réinventer la roue chaque fois? Non. Alors, partez de ce que les autres ont fait, c'est sur Internet toujours. Regardez quels sont les meilleurs plans d'intégration, regardez les éléments qui vous plaisent, citez-les au besoin, demandez-leur la permission, mais si c'est en ligne, les gens en général, ils sont contents. Dans vos établissements, il y a énormément d'études en psychologie qui ont montré que si on ne permet pas l'innovation, j'ai appelé ça oser, à ce moment-là, ça va freiner le virage numérique et ça va freiner finalement certains professeurs qui, vous ne le savez peut-être pas, ils sont très novateurs. Donc, il faut parfois oser, mais oser de façon réfléchie. Oser, là, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, n'importe comment, mais il faut oser parfois et laisser la chance aux gens d'oser. Trop souvent, dans la gouvernance numérique, et là encore une fois, il y a plusieurs études là-dessus, quand on parle d'achat de logiciels ou d'outils technologiques, et je ne dis pas que c'est vous, mais les études ont montré dans plus d'une 50aine de pays, divers établissements d'enseignement supérieur, quand on parle de logiciels, jamais on ne considère la réussite scolaire dans l'achat. On regarde des suites administratives, la paye, le ci, le ça, le machin, c'est important. Mais il faut considérer aussi des outils qui vont participer à la réussite scolaire des apprenants. Est-ce qu'on se soucie de ça des fois? Et ça, c'est important. Je vous ai parlé de 23 idées, il y en avait une 24e que j'ai éliminée volontairement parce que je me dis, on est en 2018. L'idée d'accès à Internet. Il y a des établissements scolaires, pas les vôtres, je suis convaincu, mais il y a des établissements scolaires là où c'est tellement compliqué d'avoir accès à Internet et des profs qui ne peuvent pas apporter leurs propres appareils. Si vous venez pas du Québec, vous allez découvrir, il y a Tim Hortons au Québec. On vend du café. Il y en a dans tous les villages. Et Tim Hortons, Internet, c'est toujours gratuit et il n'y a jamais de technicien sur place. C'est gratuit. Et on s'y connecte en quelques secondes. Il y a trop d'établissements qui ne donnent pas accès. Je suis certain que c'est pas les vôtres. J'ai pas mis ça dans les 23 recommandations. Je vous ai parlé d'un des défis qui était la gestion des distractions. Il faut une charte. Même à l'université, il faut une charte. Qu'est-ce qu'on fait avec le numérique? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est pas permis? Et puis, il faut pas juste faire une charte puis la garder discrète. Il faut faire une charte, il faut la diffuser, puis il faut s'assurer qu'il y a un transfert de connaissances, qu'il y a une appropriation de la charte. Et il faut la mise en place de règles strictes mais justes. Puis il faut impliquer apprenants et enseignants dans cette charte, parce que peut-être que les apprenants auront des bonnes idées. Je ne veux pas être méchant pour mes collègues, mais c'était un de mes collègues de l'Université de Genève, Daniel Peraya, qui me disait « On a interdit MSN à l'Université de Genève quand plus personne ne l'utilisait. » Ils ont fait une charte, mais là, le temps que la charte arrive, là, ils ont interdit MSN, alors plus personne n'était sur MSN. Je ne parle pas de MSN de Facebook, je parle de Messenger avant MSN, là, avant la messagerie de Facebook. Alors, si on implique les étudiants, les apprenants, d'abord, c'est bon pour l'appropriation, mais en plus, peut-être que ça vous donnera des idées. Il faut consulter les enseignants avant de faire des choix technologiques. Je vous dis pas c'est pas parce qu'on les consulte qu'on les écoute, mais il faut les consulter. Se sentir consulté, c'est important. Et avant de faire des choix compliqués, visiter différents établissements qui ont arrêté leurs choix technologiques pour voir comment, est-ce que ça marche bien, est-ce que ça marche pas. L'histoire des tableaux numériques interactifs au Québec, on a fait un virage. Toutes les écoles secondaires et primaires du Québec ont des tableaux numériques interactifs. On s'est basé sur peu d'études, on a fait ça comme ça, on n'a pas formé les profs. C'est pas le tableau numérique qui a un problème, c'est l'implantation qui a été faite qui n'a pas été au point. Alors, on aurait peut-être dû plus consulter.
En général, dans beaucoup d'établissements supérieurs, on manque de sous. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tirer profit des technologies que les apprenants utilisent si souvent déjà. Aux États-Unis, je vois dans beaucoup d'universités, un des logiciels les plus populaires, c'est Kahoot. K-A-H-O-O-T. Ça permet quoi? Ça permet de faire des quiz en classe. On fait de la pédagogie inversée, on va voir si les apprenants ont étudié, appris ou n'importe quoi. On fait un petit quiz, une petite musique, tu réponds avec ton téléphone, ton ordinateur, ta tablette, très simplement. Tout le monde a ça. Et c'est dynamique et le prof, je pourrais vous montrer une capture d'écran visuelle. En un clin d'œil, là, tu vois les 4 étudiants qui sont en rouge, qui n'ont pas lu. Parce que tu as posé une question très simple et tu sais que s'ils l'ont lu, le texte, ou s'ils ont vu la vidéo, c'est sûr qu'ils répondent bien. Ceux qui n'ont pas répondu bien, bon, première fois, tu fais rien. Deuxième fois, ben là, la troisième fois, tu fais une intervention. Donc, des outils très simples et qui permettent vraiment de faire appel à ça. Il y a beaucoup d'universités et de cégep, on utilise le courriel. Et moi, je suis quand même pour le courriel aussi. Mais il y a des initiatives très intéressantes dans l'État de New York qui ont été faites, qui ont montré que la réussite est augmentée de 9% quand on n'utilise pas le courriel, mais quand on utilise plutôt les textos, les SMS pour faire des rappels. Et donc, il y a des sites qui s'appellent Remind, par exemple, où est-ce qu'ils sont rendus à presque 70 millions d'usagers. C'est des messages qui sont envoyés avec des notifications sur le téléphone portable, des messages unidirectionnels, on peut pas converser. Les étudiants s'inscrivent, ils disent que ça prend 15 secondes, ça en prend plutôt 30, mais on n'est pas dans des délais majeurs aussi là-dessus. Là. Et donc, c'est des initiatives comme ça où est-ce qu'on fait appel aux appareils mobiles des apprenants. Investir dans le développement professionnel parallèlement à l'achat d'équipements. On ne peut pas acheter des équipements sans former les profs. Il faut développer leur autonomie aux profs. Il y a des techniciens, il y a des profs, mais le technicien ne peut pas être partout. J'ai des collègues qui voudraient que le technicien soit à côté d'eux à chaque instant. C'est impossible. Il faut trouver un juste équilibre aussi. C'est pas juste du numérique, c'est numérique et aussi autre chose. Beaucoup d'études ont montré le simple usage de la vidéo. Alors juste, vos enseignants, c'est pas compliqué, là. Le simple usage de la vidéo en classe, stimuler l'intérêt, favoriser les apprentissages, plusieurs impacts positifs. Mais il y a beaucoup d'études, c'est surprenant. Ça montre que c'est une première étape toute simple dans un virage numérique qui va être très accessible. Pourquoi c'est simple? Parce que si on leur montre à faire quelque chose de complet aux enseignants réfractaires et qui ne voient pas le résultat tout de suite, ça sera difficile de faire le virage numérique. Les études sur la vidéo, une des premières qui a été faite, c'était dans les années 90. Il s'appelait George, un Américain. Lui, ce qu'il a fait, puis il faut avoir un certain âge pour comprendre. Il y en a 3-4 là-bas qui ne pourraient pas comprendre ça. Il y avait des télévisions à l'époque sur des chariots avec des VHS en dessous, hein, des magnétoscopes. Et donc, lui, son étude, c'était quoi? Il rentrait avec ça dans les salles de classe, il regardait l'intérêt des gens. Même si c'était pas allumé, l'intérêt montait. Alors, la vidéo, là, ça stimule l'intérêt tout de suite. Par contre, son étude à George qui montrait, c'est que si tu rentres après 3 cours avec la machine sans montrer de vidéo, là, l'intérêt était moins présent. Mais l'idée, là, les études sur l'impact des vidéos sur l'intérêt des étudiants universitaires, cégep et ailleurs, c'est très fréquent et c'est très simple. Rapidement, mettre en place des contextes où chaque apprenant possède son propre appareil. Je vous ai montré l'étude de Zhang et ses collègues. Le contexte sur Terre où est-ce qu'on apprend le plus, c'est quoi? C'est quand chacun a son propre appareil. Il faut mettre en place des contextes où chacun a son propre appareil. Tenir compte des coûts de soutien technique dans l'achat des équipements. On achète des équipements, on veut faire des économies, on ne se rend pas compte que les coûts de soutien technique là, sont immenses. C'est faux de croire que toutes les technologies ont les mêmes coûts. Et des équipements qui ne fonctionnent pas sur le plan de soutien technique, ça ne sert plus à rien. Préférer des logiciels libres quand on peut aux logiciels payants. Mais là, encore une fois, il faut faire attention. Il y a des choses libres qui sont tout à fait correctes. Il y a des logiciels libres que personne n'utilise sur Terre. Alors, si tu mets ça en place, mettre ça en place dans son établissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que ça fonctionnera jamais. Parce qu'à la maison, ils n'ont pas la même chose. Alors, il faut trouver un compromis. On ne paye pas pour des images. Il y a 59 banques d'images gratuites, exemples de droits d'auteur, etc., qui sont sur Terre. 14 millions d'images en tout. On ne paye pas pour des images. Mais il y a d'autres logiciels, des fois, on peut faire des compromis. Il faut des mesures de soutien technique adaptées aux besoins des enseignants et non pas adaptées aux techniciens. Hein, des fois, là, à l'Université de Montréal, j'ai pas le droit d'enseigner avec mon laptop dans certains cours. Ah non, le laptop est en haut. Le commencé est en haut, ben c'est comme ça ici, dans ce local-là. Ben non. Alors donc, c'est pas moi m'adapter. Alors des fois, on peut faire des compromis, mais il faut des mesures de soutien technique adaptées. Et ce qui fonctionne bien dans les établissements, il n'y a jamais de comité, ou très rarement plutôt, de comité où est-ce que techniciens et enseignants se rencontrent.
Et donc, mettre ça en place, ça aide. Ça aide à se parler, à se comprendre. Et amener les techniciens, non pas à dire non, mais à chercher des solutions aux problèmes posés. Mettre en place une veille technologique pour suggérer des ressources aux enseignants. Je vous parlais de Twitter tout à l'heure, vous avez des conseillers pédagogiques. Bon, il faut que cette veille technologique serve aux enseignants aussi. Amener apprenants et enseignants à utiliser les réseaux sociaux à des fins d'apprentissage. Et là, je vous dis apprenants et enseignants, mais c'est surtout les enseignants qu'on devrait amener à les utiliser à des fins d'apprentissage. Juste un petit mot. L'idée, c'est pas de devenir ami Facebook avec les étudiants. Dans certains pays, c'est illégal. Dans certaines provinces canadiennes, c'est même illégal. Mais c'est de créer une page de cours où tu n'es pas ami de la personne, mais ça devient un outil de diffusion de l'information intéressant. Et quand on va sur Facebook, ça prend vraiment 2 minutes de créer une page de cours. C'est marqué « créer une page » en bas ici. Et ça prend 2 minutes. Tu n'es pas ami de la personne. C'est juste un véhicule pour envoyer des informations que vos étudiants vont lire. Mais on pourra en reparler. Amenez les enseignants à devenir des acteurs scolaires informés sur le plan technologique. Amenez vos enseignants à se brancher sur Twitter, à suivre vos conseillers pédagogiques et autres. On parle de numérique, il faut tenir compte des inégalités sociales. C'est pas vrai que tous vos élèves, tous vos apprenants ont les mêmes revenus. Il faut penser à des solutions pour les élèves qui auront moins de moyens. Des laboratoires informatiques plus petits, des ressources qu'on peut prêter, etc. Rapidement, beaucoup d'universités font ça, puis beaucoup d'universités ont montré que ça participait au virage numérique. On donne une voix aux apprenants, aux enseignants sur diverses plateformes, sur divers réseaux sociaux, avec des balises, avec des paramètres. Mettre en place des formations en ligne, on s'en va vers ça. Il faut que ce soit en place, on n'a pas le choix. On peut commencer petit, des webinaires, etc., des formations. Et dernier élément, le numérique, c'est vraiment merveilleux pour avoir des informations. Et donc, la dernière des 23 recommandations, c'est quoi? C'est que chaque établissement devrait réaliser des enquêtes ou sondages de façon périodique auprès de tous les acteurs scolaires. C'est un mouvement aux États-Unis qui est appelé Data Driven Education. Ça coûte peu. On a des informations en temps réel et ça nous permet de comprendre, d'être informés de ce qui se passe et ça nous aide à prendre de meilleures décisions.